Le souffleur de bougies. Une douce nuit d'Halloween, un jeune garçon marchait seul dans quelques allées de maisons. Habillé en fantôme, il sonnait à la porte de chaque résidence et criait joyeusement « Des bonbons, un sort !» Normalement, tout le monde lui offrait quelques confiseries pour lui faire plaisir. Mais l'enfant ne devait pas aller plus loin. Il était jeune et ne pouvait que sonner dans les maisons qui étaient dans sa rue. Arrivé à la dernière maison, il regarda son petit sac qui représentait une citrouille. La chasse avait été bonne. Il fixa sa maison tout au bout de la rue. Oh, après tout, 1 ou 2 maisons de plus, ça n'allait pas lui faire de mal. Et il n'aurait qu'à dire que les gens avaient été généreux avec lui sur les bonbons. Sans peur, il traversa la route pour rejoindre l'autre bout de la rue. Mais ce qui devait être l'affaire de quelques maisons se transforma en plus d'une vingtaine, les minutes devenant des heures, les mètres devenant des kilomètres. Et au bout du compte, après une autre porte se refermant et quelques bonbons récoltés, le garçon eut un sursaut. Il était allé trop loin. Il regarda à droite, à gauche. Il ne savait pas où il était. Cette rue ne lui disait absolument rien. Plus personne n'était dehors, plus aucun bruit. L'enfant était d'un seul coup tétanisé, mais il prit son courage à 2 mains et longea doucement les bâtiments et maisons, essayant de retrouver son chemin en se basant sur les souvenirs qu'il avait. Mais seulement il arriva où il ne se souvenait plus par où il était passé. Le gamin s'était bel et bien perdu. Des larmes coulaient sur ses joues, et tombaient. On pouvait même les entendre tant la nuit était calme ce soir-là. Il criait, mais personne ne l'entendait. Après quelques minutes, l'enfant sécha ses larmes. Il y avait une personne devant lui, à une vingtaine de mètres. Il ressemblait vaguement à un homme, très blanc. Il était chauve et ses yeux n'avaient aucune couleur. Enfin, ils étaient noirs. L'homme était vêtu d'une longue robe, blanche elle aussi, avec de longues manches, cachant ses bras et ses mains. Il leva le bras en direction de l'enfant. Il tenait une bougie allumée qui brillait dans la nuit noire. Il s'avança lentement vers l'enfant, ce dernier reculant petit à petit. Toujours la bougie au bout de sa main, l'homme mystérieux, fixant le gamin apeuré dans les yeux, s'avançait de plus en plus vite. Le garçon eut une décharge d'adrénaline, montant dans son corps, s'enfuit tout à coup, courant de toutes ses forces loin de l'étrange personnage qui continuait de marcher lentement. Chaque fois qu'il tournait la tête pour regarder si l'homme le suivait, il était bien derrière, et pourtant, il semblait toujours marcher lentement. La course-poursuite dura bien quelques minutes au bout desquelles l'enfant s'arrêta net. Un cul-de-sac lui barra la route. En se retournant, il le vit. L'homme était devant lui, tenant toujours sa bougie, et s'avançait doucement. En reculant, le garçon percuta le mur. C'en était terminé. L'homme s'abaissa pour le voir droit dans les yeux, leva sa bougie et souffla la flamme qui s'éteignit. Ce fut la dernière fois qu'on vit l'enfant. Prenez garde, le soir d'Halloween, à ne pas vous perdre dans les rues. Sinon, le souffleur de bougie vous en fera payer le prix fort. La partie de cache-cache. Quand j'y repense, je me dis que j'ai vraiment eu une enfance joyeuse et paisible. Je ne suis quasiment jamais tombée malade, et je ne me suis jamais rien cassé. Je me suis toujours très bien entendue avec mes cousins, lors de leurs visites. En gros, j'étais plus ou moins un enfant modèle, sans vantardise. Seulement, je n'ai souvenir que d'une exception, une seule ombre au tableau de ma vie. Un jour, alors que j'allais rendre visite à mes plus vieux cousins, dans la maison de leurs parents, j'ai vécu une expérience particulièrement étrange. Aujourd'hui encore, je n'arrive pas à me convaincre que ce n'était que le fruit de mon imagination. Je devais avoir 6 ou 7 ans à l'époque, mais je m'en souviens clair comme de l'eau de roche. On s'amusait avec mes cousins à grimper dans les arbres de leur immense jardin, la plupart de la journée, et puis, quand la nuit commençait à tomber sur le domaine, on rentrait. Ce soir-là, ma tante et mon oncle avaient été invités à un dîner, nous laissant donc seuls tous les 3 dans la vieille demeure. Pas de problème pour nous, c'était plutôt l'occasion de jouer tard dans la nuit, ce qui à l'époque ne me dérangeait pas le moins du monde. C'est donc naturellement que nous nous sommes lancés dans une partie de cache-cache, sur ma suggestion. Parfois je me demande ce qui se serait passé si je n'avais pas eu cette idée. Bref, c'était le tour d'Alex, mon cousin, de nous chercher, puisqu'il avait perdu au pierre papier ciseaux. Ray, ma cousine, et moi, on s'est chiné à chercher une cachette. J'ai d'abord essayé de me glisser derrière le canapé, c'était d'habitude ma cachette préférée, mais je me suis dit qu'Alex saurait anticiper ma cachette légendaire. Alex était déjà arrivé à la moitié du décompte, et en dernier recours j'ai décidé d'aller faire un tour dans leur chambre.
pour chercher une autre cachette. Heureusement pour moi, il n'était pas du genre maniaque, donc je me disais qu'en plongeant sous le bureau, je serais facilement cachée par les vêtements et les jouets qui traînaient partout. Au moment où j'allais glisser sous le bureau, je me suis soudain aperçue que ma cousine Ray m'avait devancée. Je voyais ses cheveux noirs dépasser du plaid sous lequel elle s'était dissimulée. Comme Alex avait presque fini de compter, je me suis dit que je n'avais pas d'autre choix que de me cacher avec Ray. « Ray, c'est moi! Laisse-moi une place, Alex arrive !» Elle ne m'a pas répondu. Après m'être assis à ses côtés, j'ai pris l'initiative de tirer la couverture sur moi, pensant qu'on pourrait la partager. Seulement quand j'ai tiré la couverture, Ray s'est encore un peu plus enfoncé sous le bureau, comme pour m'empêcher d'en profiter. « S'il te plaît !» À ce moment-là, elle s'est blottie dans le fond, m'empêchant de la toucher. Bizarre, je me suis dit. Sur le moment, j'ai trouvé plutôt normal qu'elle ne veuille pas partager sa couverture avec moi. Après tout, c'était le but du jeu. Et Ray était connue pour être mauvaise perdante. Je l'ai prévu qu'on voyait ses cheveux. J'ai soupiré, persuadée de ma défaite au cache-cache. À mon âge, c'était bien ma seule tourmente. Ray a grogné et tenté de se recouvrir au mieux avec sa couverture. Sans succès. Ses cheveux apparaissaient toujours. Tant pis pour elle, je me souviens avoir pensé. En regardant dans la chambre, je me suis dit que c'était vraiment une bonne cachette. Les boîtes qui traînaient sur le sol empêchaient de nous voir au premier coup d'œil. Ne cachant pas ma déception, j'ai soupiré que c'était vraiment une bonne cachette, avec une part de reproche contre Ray. En réponse, elle grognait encore une fois sous sa couette. Soudain, j'ai entendu Alex arriver dans le couloir. Je me suis coincée du mieux que je pouvais sous le bureau. Je pouvais à peine voir Alex arriver dans l'encadrement de la porte. J'ai retenu ma respiration. J'ai eu l'impression que ça avait duré 1 heure. Heureusement, Alex, après nous avoir appelés, a fini par partir de la chambre. On a eu chaud. Je n'ai eu droit qu'à un énième en réponse. De plus en plus bizarre. Tout d'un coup, alors que je m'apprêtais à sortir de ma cachette, j'ai entendu dans une autre pièce Alex et Ray crier ensemble « Tu peux sortir !» Je me suis levée et m'apprêtais à le rejoindre, invitant Ray à me rejoindre. Et j'ai réalisé tout d'un coup qu'ils m'avaient appelés tous les deux. Dans la nuit. Vous connaissez parfaitement ce sentiment. Vous venez de regarder un film d'horreur et vous avez ce frisson qui vous parcourt l'échine. Vous vous demandez si tout cela pourrait être réel, si un serial killer pourrait venir vous tuer avant que vous n'entriez dans votre lit, douce et chaude protection. Vos parents sont couchés et pour ne pas les réveiller, vous vous évitez d'allumer la lumière. Vous avancez à tâtons dans l'obscurité oppressante de cette nuit nuageuse. Outre le bruit de la tempête dehors, vous avancez au rythme lancinant des tic-tac, tic-tac de la lourde horloge de votre maison. Pour certains, relaxant, pour vous, stressant et obsédant. Puis soudainement, vous entendez taper à la fenêtre. Vous vous retournez, votre cœur bat à toute vitesse. Vous vous approchez de la fenêtre. Rien. C'est la pluie qui commence à taper sur vos carreaux, rien d'autre. Puis dans l'obscurité de la rue, vous croyez apercevoir une silhouette se déplacer vers votre maison. Un éclair illumine soudainement la cour. Il n'y a personne. Vous vous dites que plus jamais vous ne regarderez de films d'horreur à des heures pareilles. Enfin rassuré, vous avancez vers votre chambre. À tâtons, vous touchez soudainement un morceau de tissu. Vous sursautez, puis vous vous apercevez que ce n'est que le manteau de votre mère. Puis, alors que vous continuez à avancer, le bruit de l'horloge s'éloigne et vous n'entendez dans ce léger silence qu'un acouphène horrible. Vous écoutez un son du silence, le dialogue des ombres à votre approche. Bientôt vous ressentez sur la nuque un léger souffle froid. Quelqu'un serait-il juste derrière vous? Vous vous répondez non, et pensez à un courant d'air passant par une fenêtre mal fermée. Vous recommencez à avancer vers votre chambre, quand vous entendez soudainement quelque chose derrière vous. Vous vous arrêtez, immobile. Vous calmez votre respiration alors que les battements de votre cœur s'accélèrent. Vous restez telle une statue entourée par une obscurité qui semble encore plus oppressante. Vous avalez votre salive et vous vous retournez brusquement, battant le vide avec vos bras comme pour vous défendre d'un quelconque agresseur. Rien,
bien évidemment. Vous entrez dans votre salle de bain pour vous rafraîchir le visage. Vous vous regardez dans le miroir et vous rigolez de votre stupidité, comme si tout ce qui se passait dans les films pouvait arriver dans la réalité. Bientôt vous entendez un autre bruit suspect venant de l'extérieur, comme celui d'un couteau grattant le plâtre de votre maison. Vous ouvrez la fenêtre. Le vent fait qu'une branche se frotte au mur. Brusquement, vous vous retournez. Vous vous mettez à douter du fait que la porte soit bien fermée. Oui, elle l'est. Soulagé, vous retournez dans la salle de bain, fermez la fenêtre et sortez de la pièce. Entrez dans votre chambre, vous allumez et commencez à fermer les volets. Il pleut toujours et le vent souffle à travers les branches des arbres, provoquant un horrible et effrayant sifflement. Vous jetez un dernier coup d'œil dehors. La nuit est calme, bien courageuse. Un éclair illumine votre jardin. En un quart de seconde, vous croyez apercevoir une silhouette obscure et surnaturelle. Une seconde après, un second éclair, et la silhouette que vous pensiez voir n'est autre qu'un arbre dont les branches s'agitent au gré du vent. Vous êtes maintenant persuadé qu'il n'y a personne dehors qui va tenter d'entrer chez vous pour vous tuer. Non, il n'y a personne dehors. Mais qui vous dit que personne n'est déjà rentré? L'épouvantail. Dans un château non loin de Paris, plus précisément dans les Yvelines, existe une légende, celle de l'épouvantail. Le château de Bonnel fut bâti en 1847 et fut la résidence de la célèbre duchesse d'Uzès, décédée le 3 février 1933. Le manoir est maintenant abandonné, ce depuis 1990. La duchesse d'Uzès avait 4 enfants, dont Louis. Pour fêter ses 18 ans, il avait invité plusieurs amis, dont un camarade de son école d'architecture. Ce qui va suivre est en réalité un regroupement de témoignages qui a permis la rédaction du récit de l'origine de l'épouvantail. Vous avez plus ou moins tous connu quelqu'un n'ayant aucune personne à qui parler, traînant seul dans la cour du lycée et espérant que la journée se termine au plus vite. Il se pourrait même que cette personne vous ressemble. À l'école, il n'avait pas beaucoup d'amis, voire aucun. Sans arrêt, le jeune garçon était bousculé, humilié et moqué à longueur de journée. Tout ça parce que les autres le pensaient différent, inutile et faible. La parfaite occupation pour les ados voulant se faire remarquer en mettant la pression au pauvre garçon. Personne ne lui prêtait attention. Il faisait croire à ses parents que tout allait bien pendant les cours. Il ne voulait pas les faire souffrir avec ses problèmes. Il attendait juste patiemment, mais durement que l'année se termine. Un jour, un camarade de sa classe répondant au nom de Louis se dirigea vers lui avec un groupe d'amis. Il lui avait demandé avec une extrême gentillesse s'il voulait bien venir à son anniversaire. Le jeune homme, surpris mais ravi par cette proposition, accepta sans trop réfléchir. Il lui avait ensuite fait savoir qu'il s'agissait d'une soirée déguisée, que s'il ne venait pas ainsi, il ne pourrait malheureusement pas y assister. En rentrant chez lui, le jeune homme avait un grand sourire. Pour la première fois, il semblait heureux. Sa mère lui demanda pour quelle raison il était si joyeux. Il lui expliqua alors qu'un ami l'avait invité à son anniversaire et qu'il fallait impérativement trouver un déguisement. Le lendemain, ils se rendirent dans le seul magasin du village qui mettait à disposition des costumes. Il y en avait de toutes sortes, du plus original au plus classique. L'adolescent voulait absolument quelque chose de remarquable, un déguisement qu'on n'aurait pas l'habitude de voir. C'est alors qu'il se rendit à la cabine d'essayage. Lorsqu'il était ressorti, son large sourire faisait comprendre à sa mère que c'était celui-ci qu'il voulait. Il avait un chapeau de fermier sur lequel était fixé soigneusement de la paille en guise de cheveux. Son visage était caché par un sac à patates en toile de jute. Il y avait seulement 2 ouvertures pour les yeux et une pour la bouche. Au niveau des yeux se trouvaient des déchirures qui avaient été recousues, mais cela devait être fait exprès pour donner un air plus horrifique au déguisement. Il était vêtu d'une chemise à carreaux rouges et blancs. Par-dessus se trouvait une veste sans manches faite de la même matière que son masque. Enfin, il avait un pantalon marron foncé qui comportait quelques déchirures au niveau des genoux. Sa mère ne trouvait pas ce déguisement approprié pour la soirée. Elle lui avait expliqué que c'était un déguisement typique d'Halloween, mais le jeune garçon ne s'attarda pas sur cette réflexion et décida tout de même de prendre ce déguisement. Le soir de l'anniversaire, le jeune homme était resté un long moment dans la salle de bain afin de se préparer. Il avait ajouté sa touche personnelle pour rendre le costume encore plus effrayant qu'il ne l'était déjà. En effet, il s'était maquillé en noir le contour des yeux ainsi que la bouche à l'aide d'un produit appartenant à sa mère.
Elle ne protesta pas pour ne pas effacer le magnifique sourire que son fils avait tout au long du trajet. Le jeune garçon avait également pris son chat avec lui. C'était à vrai dire son seul véritable ami et en quelque sorte son porte-bonheur. Ils étaient inséparables. « Je viens te chercher à minuit, pas de bêtises !» lui avait dit sa mère en le laissant se rendre tout seul à la résidence. Il ne semblait pas du tout anxieux malgré le fait qu'il s'agissait de la première soirée qu'il allait passer entre amis. Il frappa sans plus attendre à la porte quand Louis l'ouvrit. Un sourire malsain se dessinait soudainement sur son visage. « Entre » dit-il. Il y avait plus de monde que prévu. L'angoisse et la peur commencèrent à l'envahir quand il remarqua qu'il était le seul à être déguisé. Tout le monde riait lâchement derrière lui. « Tu veux boire un verre, l'épouvantail » demanda l'un des garçons présents à la soirée. « Non, ça va, merci » répondit-il. Les larmes aux yeux, il s'isola un moment dans la salle de bain et tous les invités vinrent l'attendre derrière la porte. « Sors de là » répétait-il en chœur. Le jeune homme ne pouvait plus se retenir de pleurer et sortit en vitesse en essayant de s'échapper quand Louis le chopa par l'épaule. Ils s'y prirent à plusieurs pour l'emmener dans la forêt qui se situait non loin de chez Louis. Il le suppliait qu'on le laisse partir, mais personne ne l'écoutait. Arrivés dans la forêt, ils attachèrent minutieusement le pauvre garçon à un arbre et essayaient de se débattre, mais c'était impossible. Ils restèrent un moment devant lui en l'insultant, en l'humiliant. Plusieurs d'entre eux, dont Louis, le tapaient sur le corps avec des branches en le traitant de malade mental. « On reviendra te voir plus tard », disait-il en riant sadiquement. Quelques heures après, ils avaient décidé de revenir le chercher, mais il n'était déjà plus là. Il restait seulement les cordes qui avaient servi à l'attacher. Paniqués, ils se dirent qu'il était sûrement en route pour contacter la police. C'est alors qu'ils se mirent à sa recherche. « L'épouvantail, où es-tu » criait-il à travers la forêt. « C'était une blague, reviens » avait dit Louis d'un air ironique. Il entendait quelque chose derrière lui. Il s'était retourné mais ne voyait rien. Il continua de marcher et entendit à nouveau le même bruit. Il regarda autour de lui et aperçut le chat du garçon. Il se retourna ensuite pour reprendre son chemin quand il fut surpris par le jeune homme. Il le fixait, son regard vide devenant de plus en plus inquiétant, jusqu'à le figer sur place. Le silence devenait oppressant. On pouvait entendre sa lourde respiration. Dans sa main droite, il tenait un bâton d'une épaisseur inquiétante. Louis était terrifié et suppliait à son tour qu'on le laisse partir. Le jeune garçon marcha lentement vers lui en ne le quittant pas des yeux. Il laissa traîner son bâton par terre jusqu'à être suffisamment près de Louis. Il leva le bâton au plus haut et hurla en le frappant à la cuisse afin de le mettre à terre. Il le frappa à plusieurs reprises violemment jusqu'à ne plus voir un signe de vie du garçon. Il posa ensuite le bâton par terre et respira profondément en contemplant la victime. Il semblait libéré. C'est alors qu'il marcha en direction du château tout en restant silencieux. Bouleversée par la mort de son fils, la duchesse d'Uzès ne remit plus jamais les pieds dans son château. Quant au garçon, les autorités ne l'avaient toujours pas retrouvé et par la suite abandonnèrent l'affaire. On raconte que l'épouvantail s'étant rendu dans le château après le meurtre de Louis n'en est jamais ressorti. En effet, selon les dires, il attendrait le retour des invités de l'anniversaire et leur réserverait le même sort que lui. Plusieurs personnes s'étant rendues sur les lieux de nombreuses années après le drame ont affirmé avoir été témoins de phénomènes étranges à l'intérieur du manoir. D'après eux, ils entendaient les miaulements d'un chat et le bruit strident d'un objet métallique se faisant traîner au sol. Ils précisaient qu'une ambiance dérangeante se dégageait dans toute la bâtisse. Dans les années 90, des étudiants s'étaient rendus aux environs de 20 heures à l'intérieur du château afin de l'explorer. Connaissant la légende exacte de l'épouvantail, ils ne purent s'empêcher de l'appeler. En effet, si dans le hall d'entrée vous criez haut et fort « L'épouvantail, où es-tu » il serait possible de le rencontrer. D'après le témoignage d'un des étudiants, alors qu'il traversait un long couloir, l'air devint de plus en plus glacial à mesure que les événements s'enchaînaient, jusqu'au moment où ils l'ont subitement aperçu. Il ne semblait pas réel, comme s'il s'agissait d'une hallucination. Ils racontèrent que ses pieds étaient difficiles à distinguer, voire invisibles. Son regard était bien plus angoissant que n'importe quoi d'autre, et sa respiration leur donnait un sentiment d'insécurité. Il tenait dans sa main droite ce qui semblait être un pied de biche. Ils rapportèrent qu'on avait du mal à discerner les couleurs de ses vêtements, comme s'il ne s'agissait en réalité que d'une ombre. Pourtant, sa silhouette était bien distincte. Horrifiés, ils ne cherchèrent pas à s'attarder devant ce phénomène et prirent la fuite immédiatement. Certains pensent qu'il n'attaquerait que les personnes ayant le même caractère que Louis. D'autres suggèrent qu'il est conseillé de ne pas le provoquer en l'appelant par son surnom et de ne pas entrer dans ce qui semble être maintenant sa demeure.
Les 7 portes de l'enfer. Certains disent que la nuit d'Halloween, si vous avez passé 7 portes noires, vous verrez les 7 portes de l'enfer. Je pensais que c'était un mythe au début, jusqu'à ce que j'essaye. J'ai passé 7 portes noires de mon quartier, puis quand je suis allée dormir, mes rêves étaient furieux. Ensuite, ça s'est arrêté. Il y a un homme, grand et volumineux. Ses yeux sont plutôt plissés, ce qui montre qu'il est vieux. Ses jambes et ses mains sont fines, et on aurait dit que ses jambes peuvent à peine supporter son poids. Il parle. Il parle avec un ton rêche et sépulcral. Il me dit « Imoklev hot is en nevesetak forle ». Il rit et ouvre la porte. Mon corps est tout engourdi. Je ne peux pas combattre. Je ne peux pas lutter. Je renonce à le combattre et à lutter. Sans aucun contrôle, je passe devant la première porte. Porte 1. Je vois un incendie et des cadavres qui ont été horriblement mutilés, profanés et brûlés. Ils sanglotent si fort que je ne peux pas entendre les craquements du feu. L'un d'eux vient vers moi. Il a un œil crevé et des trous de balles dans le corps. Il dit « Nous sommes les cadavres profanés qui ne reçoivent pas une sépulture décente. Nous voulons rester ici jusqu'au jour du jugement. » Je passe devant lui et vers la deuxième porte. Je suis dans un bâtiment. Porte 2. Je me retrouve dans un donjon. Il y a des personnes attachées, hurlant de douleur. L'un a été lentement scié à moitié et son corps conservé prêt à être scié à nouveau. On est dans une cage de fer, dont la porte s'ouvre et se referme, et les corps que je regarde ont l'air normaux. Un homme avec un masque de bourreau me dit « Nous sommes les tortionnaires torturés par nos propres machines. » Je passe devant lui pour sortir, je me dirige vers la troisième porte. Porte 3. Cette fois, je suis dans une forêt. Cette fois, c'est silencieux, sauf pour quelques cris. Il y a un homme pendu grâce à un nœud coulant. Un autre tombe d'une falaise puis réapparaît, et tombe de nouveau. Je me mets à courir. Au loin, je vois une femme horriblement brûlée qui court après moi. Je sais déjà ce que celui-ci est. Ce sont les gens qui se sont suicidés. Je tombe sur la quatrième porte. Je me retrouve dans un palais. Porte 4. Je suis là. Je vois des empereurs, des politiciens et des gens vraiment riches. Un empereur se fait ronger par des lions. Quand le lion lui déchire un bras, il repousse. Un homme politique est battu parce qu'il ressemble à des ombres de prisonniers. Un homme en costume vient à moi et me dit « Nous sommes les gens corrompus, les personnes qui ont utilisé notre pouvoir pour nous aider à maltraiter les gens. » Je me dirige vers la porte suivante, la 5e. Porte 5. Je suis dans une autre pièce. Il y a un homme ligoté sur un lit flottant, fouetté par un fouet en cuir hérissé. Une femme se fait brûler par un briquet, mais ses cris et pleurs sont étouffés par un tissu qui a été utilisé comme bâillon. Un homme assez grand vient vers moi et me dit « Nous sommes les violeurs et les délinquants sexuels. Nous payons pour nos crimes sur terre. » Je cours à la 6e porte. Porte 6. Je me retrouve dans une chambre de nouveau. Je vois un homme et une femme se faire poignarder. Leurs blessures guérissent presque immédiatement. Une autre personne se fait enterrer vivante. Et un autre est frappé et piqué avec une barre de métal flottant. Je sais qui ils sont. Enfin, qui ils étaient. C'étaient les gens qui étaient des assassins. Et ils sont tués de la même façon dont ils ont tué leurs victimes. Je vais à la sortie qui est la 7e porte. La dernière. Ce cauchemar est presque terminé. Il est presque fini. C'est ce que je me dis. C'est ce que je me dis. Porte 7. Je suis à l'extérieur. Il y a un homme vêtu d'un linceul et porte des explosifs sur sa tête. Il explose, régénère, se fait exploser de nouveau. Un homme est battu, poignardé par des objets métalliques pointus et brûlé par des torches, des briquets et des allumettes. Ils sont détenus par des personnes qui ressemblent à des ombres. L'une d'elles vient vers moi et me dit « Ils sont les meurtriers de masse, les terroristes et les attentats suicides. Je suis l'ombre d'une de ces victimes, et nous les frappons pour nous venger de nous avoir tués sur terre. » Je cours à la sortie. Puis je me suis réveillée le matin. Je suis devenue horrible à faire peur. Les images de ce que j'ai vu couraient dans ma tête. En fait, ce fut tout ce à quoi je pensais pendant toute l'année. Et puis est venu encore Halloween.
Je n'ai pas osé aller à l'extérieur pendant la nuit. Je suis juste allée me coucher. Il m'a fallu un certain temps pour m'endormir, mais je l'ai fait. Je suis en face de la première porte de l'enfer. Il y a un adolescent comme moi. Il me regarde fixement. Il semble choqué de me voir. Mon corps devient engourdi. Je ne peux pas me contrôler de nouveau. Je lui dis d'un ton sépulcral et rugueux. Je ris et ouvre la porte pour lui. Il va à l'intérieur avec une expression qui ressemble à quelque chose. Il se bat et se débat. Je me regarde sur un gobelet rempli de ce qui ressemble à du sang. J'y vois le portier. Je suis devenu le gardien. En fait, je suis le gardien. Les chapardeurs. Je suis sûre que tout le monde a déjà perdu quelque chose qu'il n'aurait jamais pensé perdre. Des petites choses comme des chaussettes et d'autres vêtements jusqu'aux choses plus importantes telles que la télécommande de la télévision, téléphone portable et portefeuille. Vous pouvez tout fouiller de fond en comble, hein. Vous ne les retrouverez jamais ces objets. Mais ne vous tourmentez pas, c'est une bonne chose. Ils ont été pris par des créatures que j'ai toujours connues sous le nom de chapardeurs. Et les chapardeurs sont de petites créatures invisibles qui observent tapis dans l'ombre. Vous devez sûrement vous demander que regardent-ils? L'avenir. Ces petites créatures ont la capacité unique de voir dans l'avenir proche de chaque être, que ce soit un chien, un chat, une souris, n'importe quoi. Cependant, les êtres qu'ils aiment regarder le plus sont les humains. Les chapardeurs ont toujours été intrigués par les biens des humains. Des téléphones portables aux chaussettes, ils nous ont regardé utiliser ces objets et les ont voulus pour eux. Ils ont un code d'éthique plus fort que nous. Cependant, ils refusent de prendre les objets sans nous donner quelque chose en retour. Nos vies. Puisque les kidnappeurs peuvent voir dans l'avenir, ils ont décidé que s'ils nous sauvent, nous les humains, des dangers que seuls eux peuvent voir, ils pourraient prendre légitimement nos objets comme moyen de paiement. Ainsi, la prochaine fois que vous perdez une chaussette, votre chemise préférée ou même votre portable, ne vous inquiétez pas, vous avez juste été sauvé. C'est quand vous retrouvez ces objets que vous devrez être inquiet. Pouvez-vous m'indiquer le chemin? S'il vous plaît, pouvez-vous m'indiquer mon chemin? C'était tôt dans la soirée. Une grande femme venait de m'interpeller dans la rue. Ses jambes étaient anormalement minces, et elle tremblait comme si elles avaient du mal à maintenir son corps en équilibre. Ses bras aussi étaient minces, comme des bâtons, et un sac à main rouge pendait de son épaule. Sa respiration était sifflante, comme si elle éprouvait des difficultés pour inspirer et expirer. Je suis sûre que c'était à moi qu'elle venait de parler, mais ses yeux semblaient se diriger derrière moi, regardant ailleurs. Où allez-vous? Elle ne semblait pas normale. Kasuga 1 19 4 201. C'était mon adresse. Elle avait donné mon adresse exacte jusqu'au numéro de ma chambre. Désolée, je ne sais pas où c'est. J'ai décidé de ne surtout pas m'attarder avec elle. Puis la femme m'a dépassée, courbée, et sa taille a émis un craquement comme si elle était sur le point de se casser en deux. Après ça, elle est titubée jusqu'au bout de la rue et elle a disparu au carrefour suivant. C'était vraiment bizarre. Je me suis assurée de prendre un détour avant de rentrer chez moi. J'ai examiné précautionneusement la porte d'entrée, et constatant qu'elle était bien fermée, je suis entrée. S'il vous plaît, pouvez-vous m'indiquer mon chemin? Une voix venait de se faire entendre dans la pièce obscure. L'accident. Aujourd'hui fut une bonne journée, bien qu'un peu fatigante. Il était 19 heures, j'étais au volant, j'envoyais un message à ma femme pour lui dire que j'arrivais dans une petite heure. On fêtait nos 11 ans de mariage ce soir. Je lui avais acheté un cadeau. J'espérais que ça lui plairait. J'avais mis longtemps à choisir. Je relevais les yeux de mon portable, quelqu'un se trouvait en plein milieu de la route. Merde! Je donnai un violent coup de volant vers la droite pour l'éviter, quittant la route. La voiture finit sa course dans le fossé. Après 5 bonnes minutes, je repris finalement conscience. Quelqu'un me traînait sur le sol. Sans réfléchir, je me mis à hurler et à me débattre, espérant désespérément de me dégager de l'emprise de cet inconnu. Il s'arrêta,
se retourna brusquement et je n'eus pas le temps de voir son visage qu'il me rua de coups. Je perdis de nouveau connaissance. Quand j'ouvris les yeux, tout était noir autour de moi. Ma tête me faisait horriblement mal. Je voulus me relever, mais mon front se cogna contre une paroi de bois. Et je fus donc obligé de rester allongé. À tâtons, je cherchais une issue, en vain. Commençant à sérieusement paniquer, je passai mes mains sur tout ce qui m'entourait. Au bout de quelques instants, elles s'arrêtèrent sur quelque chose d'étrange. Long, mince, froid. Qu'est-ce que cela pouvait bien être? Il y en avait plusieurs. J'en ai pris un entre mes deux mains. D'un coup, je compris. Des os. Un squelette tout entier, même. Pris de nausée, je lâchai ma trouvaille dans le néant. J'avais été enterré vivant, dans la tombe d'un autre. Mon premier réflexe fut d'hurler à l'aide, frappant aussi fort que je pouvais contre le couvercle de ma prison de bois, priant le bon Dieu que quelqu'un m'entende. Après plusieurs minutes, je me rendis pourtant à l'évidence. Personne ne m'entendrait. Je ne savais pas depuis combien de temps j'étais là, mais une chose était sûre, il ne devait pas me rester d'oxygène pour plus de quelques heures. M'efforçant de me calmer et d'essayer de respirer le plus lentement possible afin d'économiser l'air, je ne pus m'empêcher de pleurer. Allais-je donc mourir ici? Je pensais à Hélène qui devait m'attendre avec les enfants, sans savoir où j'étais, probablement morte d'inquiétude. Sans espoir, je tapais contre le bois du cercueil, quand j'eus enfin une idée. Frappant sur les différentes parois, je me rendis compte que l'une d'elles sonnait creux. J'avais vu juste, je me trouvais sûrement dans un cimetière. Une lueur d'espoir m'envahit. Le son creux était peut-être dû au fait qu'une tombe avait récemment été creusée à côté de la mienne, encore vide donc. Juste un grand trou dans la terre, probablement à moins d'1 mètre d'intervalle, 2 tout au plus. Si j'arrivais à m'extirper de cette boîte, il me suffirait de creuser un peu et de me laisser glisser dans l'emplacement voisin. Par chance, le cercueil paraissait plutôt ancien. Les planches devaient donc simplement être clouées entre elles. La paroi se trouvait derrière ma tête. À l'aide d'un os présent dans le cercueil, j'entrepris de gratter chaque côté de la planche de bois afin de la faire céder. Malgré le travail pénible que cela représentait, je devais faire vite, car déjà, l'air commençait à me manquer. Je ne sais pas combien de temps il me fallut pour parvenir à arracher le bois, et plusieurs fois l'envie me prit d'abandonner. Enfin la planche céda. Je lâchai l'os et commençai à creuser la terre à main nue. Repoussant celle que j'enlevais vers le fond du cercueil, je parvins finalement à passer, la main droite dans la fosse d'à côté. Fou de joie, j'élargis le trou jusqu'à pouvoir me traîner jusqu'à la sortie. Jamais je n'avais été aussi heureux de respirer de l'air frais. Remontant dans la sépulture vide, je sortis du cimetière aussi vite que mes jambes me le permirent. Une fois dehors, il y avait une route. Je me jetai sur la première voiture qui passait par là. Sans même prendre le temps de raconter mon histoire, je suppliai son conducteur de me ramener chez moi, ce qu'il accepta sans poser de questions. Montant les marches de mon perron à toute vitesse, je rentrai chez moi. La pendule indiquait 2h47. Hélène dormait paisiblement dans le canapé. Sûrement avait-elle dû m'attendre longtemps. Je la réveillai. Elle parut tout d'abord surprise, et m'écouta raconter toute mon aventure sans rien dire. « Il faut aller prévenir la police !» m'écriai-je. Mais Hélène ne semblait pas de cet avis, et me fit remarquer l'heure tardive, sans parler du fait qu'il n'y aurait probablement personne au poste. « C'était notre anniversaire de mariage hier. Tu ne veux pas dormir au moins un peu avant d'aller parler à la police ?» Elle n'avait peut-être pas tort après tout. Quelques heures de repos ne me feraient pas de mal, histoire de reprendre mes esprits. Accompagnée de ma femme, j'allais me coucher, semant mes vêtements tachés de boue sur le chemin. Une fois au lit, Hélène partit dans la salle de bain et revint 5 minutes plus tard en lingerie fine. « Qu'est-ce que tu fais ?» demandai-je agréablement surpris. M'attachant les poignets au lit, elle répondit que il n'était jamais trop tard pour fêter 11 ans d'un délicieux mariage. Détachant ses cheveux, elle se mit à califourchon sur moi. « Cette journée a dû être épuisante pour toi, mais quelle idée a eu cette femme de se jeter sur la route ?» Je devins subitement pâle. « Mais je ne t'ai pas dit qu'une femme s'était pratiquement jetée sous mes roues, simplement que j'avais eu un accident. » Elle ne répondit pas, et saisissant un coussin, elle se mit à rire, et d'une façon que je ne lui connaissais pas, presque démoniaque.
n'aurais jamais dû sortir de ce cercueil, Marc. Légende et faits divers de Villeneuve-de-la-Chaux. Je vais vous raconter 2 des légendes du village appelé Villeneuve-de-la-Chaux. Villeneuve-de-la-Chaux est un trop petit village pour être vraiment connu. Pour information, celui-ci se situe près de Veynes, dans les Hautes-Alpes. Tout près de chez moi, mais c'est une autre histoire. Et pourtant, avec tout ce qui s'y passe, la notoriété devrait exploser. Même les experts du paranormal n'ont eu vent des événements surnaturels qui s'y déroulent. Événements tragiques et mystérieux se déroulant plusieurs fois en une année. Les villageois préfèrent encore en rire et surnommer leur village le sabot du diable. Passons désormais aux choses sérieuses. Cette première légende est de loin la plus connue. La petite fille dans le chêne. C'est une histoire qui s'est déroulée début janvier 2010. C'est juste après le réveillon du Nouvel An, après que les 12 coups de minuit aient retenti, que le village a déploré la disparition de la petite Marie-France, 4 ans au moment des faits, sa mère l'ayant laissée sans surveillance un moment pour souhaiter la bonne année aux autres personnes. Une battue avait été lancée le matin même et avait débouché à la découverte du corps de Marie, pendu à un arbre par plusieurs fils à la manière d'un pantin. Ses yeux avaient été remplacés par 2 boutons de couture de couleurs différentes, un noir et un blanc. Ses cheveux étaient tressés, et elle portait une petite robe blanche et était maquillée. Autour de l'arbre et malgré la neige, aucune trace des pas si ce n'est trace de pieds nus de Marie. Certaines personnes s'étant aventurées de nuit comme de jour dans la forêt jusqu'à l'arbre où la petite avait été retrouvée, ils auraient eu la peur de leur vie en voyant le fantôme de la petite fille, se balançant au gré du vent, chanter une cantine effrayante dont voici la retranscription. Ainsi font, font, font les petites marionnettes, ainsi font, 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 3 petits tours et puis s'en vont. Les mains au cou, tordez, tordez, marionnettes, les mains au cou, marionnettes recommencez. Les jambes fracassées, dansez, dansez, marionnettes, les jambes fracassées, marionnettes recommencez. Puis le front brisé, pleurez, pleurez, marionnettes, puis le front brisé, marionnettes recommencez. Ainsi font, 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 les petites marionnettes, ainsi font, 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 3 petits morts et puis s'en vont. Et elles tueront les petites marionnettes, et elles tueront quand les enfants les verront. Voilà pour la première légende. Passons maintenant à la seconde. Balchi, le créateur d'épouvantail. Une légende plus ancienne mais qui a encore quelques répercussions de nos jours. Jusqu'en 1954, il y avait une ferme à la sortie du village. Elle était habitée par un homme appelé Paul Meichy. Cet homme vivait seul et passait son temps à s'occuper de ses animaux mais aussi à créer des épouvantails. Lorsqu'il mourut de vieillesse à l'âge de 87 ans, sa ferme fut laissée totalement à l'abandon. Seuls les animaux furent récupérés. Paul Meichy fut oublié jusqu'à ce que 30 ans plus tard, en 1984, les événements troublants firent leur apparition, juste après le coucher de soleil. De nombreux villageois eurent l'étrange impression d'entendre du bruit dans la ferme, des bruits d'outils. Certains disent même qu'ils voyaient passer derrière les carreaux noirâtres de la ferme une silhouette. Tous les anciens pensèrent immédiatement au retour de Paul et on abrégea alors son nom en Palchi. Mais les événements ne s'arrêtèrent pas là. Les habitants ont commencé à se plaindre de vols de vêtements et de planches en bois. Le soir venu, la plupart des villageois racontent avoir entendu quelque chose gratter au volet ou taper aux fenêtres. Certains racontent même avoir vu une procession d'épouvantails longer les murs des maisons, à sa tête une ombre. Certains témoins décrivent les épouvantails comme monstrueux, effrayants. Certains avaient la tête faite à partir de citrouilles sculptées ou, comme durant Halloween, un sourire monstrueux sur le visage. D'autres avaient une tête faite avec des crânes, ce qui expliquerait les pillages de tombes à cette époque. Quant à certains, le visage était peint sur de lourdes boules de bois. La description d'un épouvantail revient souvent, un épouvantail placé en tête du cortège, juste derrière l'ombre. Madame Marron le décrit ainsi. Il mesurait sans doute 1,80 m et dépassait en taille chacun des autres épouvantails. Sa tête était faite d'une citrouille creuse, et il avait sans doute une bougie à l'intérieur. Il portait un long manteau noir et dans ses mains, une faux pour tailler le blé. Celui-ci semblait pouvoir bouger plus que les autres. En effet, j'ai eu la peur de ma vie lorsqu'il s'est tourné vers moi, comme s'il m'avait senti.
Son sourire s'est alors agrandi et il m'a fait une révérence. Des cortèges identiques ont été vus dans le village 2 fois en 20 ans. Et malgré les événements étranges qui se déroulent dans le village, de nombreuses personnes envisagent la thèse du canular en avançant que Madame Marron n'est plus toute jeune et qu'elle aurait parfaitement pu halluciner. Voilà, je vous ai raconté 2 histoires sur ce joli village. Peut-être aurai-je l'occasion d'en rencontrer d'autres. Ce village est très peu connu et je m'en étonne encore. Selon moi, c'est sûrement parce que les voies du Seigneur des Ténèbres sont impénétrables. Le jeu du culot. Je viens vous proposer un petit jeu fort sympathique à tester le soir d'Halloween ou pendant toute autre soirée dont le mot d'ordre serait frisson. Il est pratiqué seulement par quelques initiés qui en connaissent toutes les règles et les facettes, mais j'ai pensé que ce ne serait pas une mauvaise idée de le répandre un peu plus. Il s'appelle le jeu du culot. Vous allez vite comprendre pourquoi, bien que je lui aurais peut-être préféré un autre nom. Évitez juste d'y jouer si vous n'êtes pas en pleine forme physiquement, car il y a de fortes chances que vous devriez sprinter à un moment ou un autre. Le jeu est beaucoup plus amusant lorsque l'on y joue à plusieurs. Je vais maintenant vous exposer les règles de préparation. Préparez un endroit qui devra en permanence être éclairé et qui le sera suffisamment pour que vos ombres n'en touchent absolument aucune autre, exception faite de celle des participants. Dans l'idéal, essayez de vider complètement une pièce pour qu'aucun objet n'en produise une, même petite, ou jouez en plein air avec une source de lumière puissante. Prévoyez une petite lampe par personne. Là, au contraire, elle ne doit pas être suffisamment puissante pour détacher vos ombres dans l'obscurité. Attendez que la nuit tombe. L'heure n'a pas d'importance. Il suffit juste que la nuit soit complètement tombée. Dans la mesure du possible, essayez d'éviter les nuits d'un noir d'encre. Préférez celles qui reçoivent au moins un peu de la lumière de lune. Ceci est pour votre sécurité, mais après vous faites comme vous voulez. Le petit point à ne pas négliger. Veuillez à bien connaître les alentours de l'endroit où vous jouerez. Ceci simplement pour éviter les obstacles inattendus. N'oubliez pas qu'une bonne partie du jeu se fera dans les conditions de visibilité assez mauvaises. Ce serait idiot que quelqu'un se blesse à cause d'une mauvaise chute. Une fois que tout ceci est fait et que vous êtes rassemblés dans la zone lumineuse, quittez-la et éloignez-vous-en d'au moins 200 mètres. Pour les débutants, cela devrait suffire. Ceux qui ont l'habitude préfèrent s'en éloigner jusqu'à ce qu'ils ne voient plus. Certains qui jouent avec une source de lumière électrique vont même jusqu'à l'éteindre lorsqu'ils s'en vont. Inutile de vous montrer trop téméraire au début, un simple éloignement suffira. Éloignez-vous aussi de tous les participants de manière à ce que vous ne puissiez pas les toucher. Voire, ne pas les voir. Mais tâchez de faire en sorte que tout le monde puisse entendre tout le monde. Allumez tous vos lampes, le jeu peut commencer. Le jeu du culot consiste à défier le peuple des ombres en vous prétendant plus fort que lui. Pour ce faire, il suffit de procéder comme suit. Éteignez votre lampe et prononcez, assez fort pour que tout le monde l'entende. Peuple des ombres, roi de la nuit, ton pouvoir n'est rien devant moi. Sitôt que ces mots ont été prononcés, courez le plus vite possible vers la source lumineuse et placez-vous-y de manière à ce que votre ombre n'en rencontre aucune autre. Vous avez 3 minutes pour rejoindre la lumière, pas une seconde de plus. Avoir un chronomètre pour vérifier le temps qu'il reste n'est pas une mauvaise idée. Passé ce délai, le peuple des ombres vous aura rattrapé et vous deviendrez l'un des leurs. Ne jouez pas avec le feu et n'essayez pas de voir ce qui se passe si vous restez dans l'ombre au-delà des 3 minutes. Plusieurs versions existent à ce sujet, dont 2 qui prédominent. La première dit que votre ombre devient l'hôte d'un membre du peuple des ombres et qu'elle vous tourmentera avec des hallucinations auditives et visuelles jusqu'à la folie et le suicide. Après quoi, elle pourra se détacher de vous et rejoindre son peuple. L'autre version dit que de toute manière, ceux qui dépassent les 3 minutes n'atteignent jamais la source lumineuse. Que ce soit l'une ou l'autre, inutile d'essayer de le découvrir. L'intérêt de jouer à plusieurs est que la personne prononçant les mots n'est pas désignée au préalable. Cela peut donc être n'importe qui. Tous ceux qui n'ont rien dit doivent également éteindre leurs lampes lorsqu'ils les entendent, mais ils ne doivent rejoindre la zone lumineuse eux aussi que lorsque les premiers y est arrivé, car sinon ils seront considérés comme complices et assurément pris. À partir du moment où l'ombre de celui qui a défié le peuple n'est plus en contact avec aucune autre, ou alors lorsque les 3 premières minutes sont écoulées, là encore un chronomètre a son utilité, les participants restants disposent de plus ou moins 3 minutes pour rejoindre la zone, le temps que la décision de s'en prendre à eux par défaut soit prise. C'est pourquoi le défiant doit impérativement les prévenir le plus vite possible une fois qu'il est arrivé. S'il ne peut pas crier, il peut être très bien d'envoyer un court SMS pour que l'un d'eux se charge de le transmettre le message. Cela n'a pas d'importance.
Une fois que tout le monde est arrivé, il vous faudra patienter une quinzaine de minutes avant de recommencer. Le jeu peut se recommencer indéfiniment jusqu'au premier rayon de soleil. Cependant, gardez à l'esprit que plus vous jouerez, moins vous aurez de temps pour gagner la zone lumineuse, et moins vous aurez intérêt à trop vous en éloigner. Quelques remarques supplémentaires s'imposent pour que le jeu se déroule bien. Le défiant doit prévenir les autres une fois qu'il est arrivé. Ce n'est pas vraiment drôle de les laisser dans le noir sans savoir si vous avez réussi ou non. D'autant que vous leur faites perdre un temps précieux dont ils ont plus que besoin. De la même manière, personne n'est autorisé à essayer d'empêcher les autres d'atteindre la source lumineuse, ou à faire en sorte qu'une ombre tierce rencontre celle d'un participant une fois à l'intérieur. Imaginez si on vous poussait au milieu d'un banc de requins juste pour rigoler. C'est exactement pareil. Le peuple des ombres n'est pas stupide ni sourd. Il n'y a aucun besoin de répéter la phrase plusieurs fois sur place ou quand vous courez. Cela ne ferait que l'énerver. Et ce n'est pas vraiment ce que vous voulez. On peut refaire le jeu indéfiniment, en théorie. Mais il est dit qu'il n'est pas fait pour dépasser le nombre des coups de minuit, ou que ceux qui essaieraient de jouer une 13e fois la même nuit auraient un sort peu enviable. Pour ceux qui n'ont encore jamais défié le peuple des ombres pendant la nuit, si vraiment vous ne pensez pas être capable de rejoindre la zone lumineuse dans le temps imparti, vous pouvez mettre un genou au sol et baisser la tête en signe de soumission. Il est possible que le peuple choisisse de vous épargner, bien que rien ne l'y oblige. Vous devrez cependant ne pas vous relever ni rejoindre la zone lumineuse pendant le reste de ce tour, incluant les 15 minutes d'attente. Vous ne devrez pas non plus défier le peuple des ombres au tour suivant, car ce dernier vous aura à l'œil. Pour ceux qui ont défié au moins une fois le peuple des ombres, il est aussi possible de ne pas être pris. Mais il n'y a aucune garantie que la méthode soit couronnée de succès. Et plus le peuple aura été défié au cours de la soirée, moins il sera enclin à pardonner. Vous devrez toujours vous mettre sur les genoux, mains et visage contre terre, et présenter oralement vos excuses. Si vous êtes toujours là quelques minutes après et que tout le monde ait rejoint la zone lumineuse, vous pourrez y aller à votre tour. Mais vous ne pourrez plus la quitter avant le lever du jour. Vous verrez peut-être des ombres bizarres autour de vous à partir du moment où la première partie aura commencé, pendant votre course ou l'attente par exemple. Essayez de ne pas vous laisser déconcentrer, il s'agit simplement du peuple qui se déplace. Il est tout à fait possible d'arrêter de jouer en cours de route même si d'autres continuent. Il suffit alors de ne pas quitter la zone lumineuse en même temps que les participants restants une fois les 15 minutes d'attente écoulées. D'une manière générale, lorsque l'on arrête le jeu, il faut patienter jusqu'au bout de la dernière phrase, et ensuite tout est terminé. À partir du moment où on garde une petite source de lumière si on a besoin de se déplacer. Certains joueurs choisissent même de dormir avec une veilleuse le reste de la nuit, juste au cas où. J'espère que ce jeu plaira à beaucoup de personnes, et que tout le monde saura en respecter les règles. Et vous, est-ce que vous aurez le culot de défier le peuple des ombres ? Sophie vient emménager avec ses parents dans une maison sur la colline. Son père avait un rendez-vous d'affaires et sa femme devait aller avec lui. Ils ont décidé de la laisser seule pour la soirée. Elle restait devant la télé jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de courant. Elle alla dans la cuisine, chercher des bougies et appelait ses parents pour savoir ce qu'elle devait faire. Son père décrocha son portable et lui demanda de rallumer le disjoncteur qui était à la cave. Elle avait toujours eu très peur de descendre à la cave. Son père restait au téléphone pour qu'elle ne soit pas effrayée. Commence par ouvrir la porte doucement. D'accord. Et elle ouvrit la porte qui grinçait. Ensuite commence à descendre les marches. Il n'y en a que 10. D'accord. 1, 2, 3. C'est bien ma chérie, continue. 4, 5, 6, 7. Tu es presque. 8, 9, 10. C'est bon, maintenant le disjoncteur est juste à côté de toi. 11, 12, 13, 14... Sophie ? Sophie ? Mais qu'est-ce que tu fais ? 15, 16, 17... Le soir d'Halloween l'an dernier, un vieil homme du New Jersey a été retrouvé mort dans la cuisine de sa maison. Il vivait seul avec sa femme. L'homme n'était pas de nature facile et maudissait les enfants. Le 31 octobre au matin, le vieil homme avait minutieusement inséré des lames de rasoir dans les pommes qu'il prévoyait de distribuer aux enfants le soir venu. Sa femme, qui s'opposait fermement aux actes criminels de son mari grincheux, décida d'arrêter le massacre prévu par le vieil homme.
Elle lui prépara sa tarte préférée et l'invita à en dévorer une bonne pointe au dessert, juste avant que les enfants ne viennent frapper à sa porte. L'homme, qui à la manière d'un porc prenait d'énormes bouchées de tout ce qu'il ingérait, demanda à sa femme juste avant d'avaler. « Mais où as-tu pris les pommes pour faire la tarte? Je les avais toutes prises ce matin. » C'est en ingurgitant qu'il obtint la réponse à sa question, lorsqu'il se trancha la gorge de l'intérieur. « Allez, je vous en sers une autre ?» Juste pour rire. Un homme se rend chez des amis, il leur apporte un grand morceau de viande pour le déjeuner. Le repas est excellent, seul problème, un morceau de coton est retrouvé dans la viande. L'invité a alors l'avoir trouvé sous l'un des lavabos des toilettes de l'hôpital. Dans l'après-midi, ils entendent à la radio locale qu'un infirmier avait perdu la tumeur qu'on venait d'extraire d'un patient alors qu'il était chargé de l'emmener dans la salle de récupération. Bon appétit. Le cœur. Il y a une semaine, en me promenant dans la forêt, j'ai entendu un chœur d'enfant chanter. C'était une très jolie mélodie, un peu mélancolique, qui m'a beaucoup émue. Je n'arrivais pas à en distinguer les paroles, on aurait dit des sons inarticulés. C'était tout de même très beau. J'ai cherché de pouvait pour venir ce chant, mais je n'ai rien trouvé. Il faut dire qu'il y avait de la brume, et je ne voyais pas à plus de 3 mètres. Je ne voulais pas me risquer en dehors du sentier. J'ai appelé en direction de la mélodie, mais dès que ma voix a résonné entre les arbres, le cœur s'est tu. J'ai alors eu l'étrange impression que je n'aurais pas dû être là. Je me suis alors empressée de continuer mon chemin. Depuis, je ne suis pas retournée dans la forêt, faute de temps. Mais maintenant, c'est le week-end. Je pense y retourner. En plus, il fait beau, je pourrais pousser mes investigations plus avant dans les bois. J'ai pris des allumettes, du papier journal ainsi que des saucisses à cuire dans mon sac à dos. Je vais en profiter pour pique-niquer. J'ai vérifié que j'ai bien les clés de la maison, je me suis déjà fait avoir un jour. Je suis prêt. J'y vais. Je viens d'entrer dans la forêt, je longe le sentier. Comme il y avait du brouillard la dernière fois, je suis incapable de me rappeler à quel endroit j'ai entendu la mélodie. Tout en explorant, je me demande pourquoi un chœur d'enfant chanterait en pleine forêt. C'était peut-être une sortie scolaire, ou un culte sectaire. Je ricane intérieurement, je me fais rire des fois. Non, ce qui me chiffonne, c'est plutôt le fait que le cœur se soit subitement tué à mon appel. Il y a quelque chose d'anormal là-dedans. Après une vingtaine de minutes environ, le temps durant lequel j'avais marché avant d'entendre le chant la semaine passée, je m'arrête. Je scrute les environs. C'est le matin, les feuilles mortes qui forment un tapis aubin sur le sol de la forêt luisent encore de rosée. Il fait un peu frais, mais ce n'est pas désagréable. Les seuls bruits qui m'entourent sont les piaillements joviaux des oiseaux. Par-delà la cime des arbres, le moutonnement de nuages blancs dérive paresseusement dans le ciel. J'aime bien la nature. Je m'avance en dehors du sentier, le froissement des feuilles mortes sous mes pieds, l'odeur d'écorce et de sève, l'humidité ambiante, tout cela me met de bonne humeur. Je devrais partir plus souvent en promenade. Finalement, j'ai presque oublié pourquoi j'étais là. J'ai arrêté de chercher le mystérieux cœur d'enfant. D'ailleurs, il n'est sûrement plus là. Je ne fais que me promener sereinement. Je mets un moment à réaliser qu'un autre chant que celui des oiseaux parvient à mes oreilles. Une mélodie lointaine, tenue par un seul soprano. Je me rends compte que je la connais, c'est Lettre à Élise. Je n'avais jamais entendu cette mélodie chanter, mais il faut dire que le résultat est plutôt appréciable. L'envie me prend d'appeler le ou la soliste qui fait sans doute partie du chœur de la semaine passée, mais je me retiens. Je change de direction et m'oriente vers la musique. Alors que j'approche, je l'entends plus distinctement. Je m'efforce de rester discret, mais le bruissement de mes pas risque forcément de me trahir. Guidé par la mélodie, je gravis un petit être. Arrivé au sommet de celui-ci, je m'arrête. En bas, au fond d'une combe déboisée, se trouve ce que je prends d'abord pour un autel de pierre. En fait, il s'agit d'un orgue de bois massif et ciré au tuyau rutilant. La mélodie provient non pas d'un soliste mais de l'instrument. Étonné par la présence de cet objet incongru, je m'avance encore un peu. Un grand homme mince est assis devant le clavier. Ses doigts fins glissent habilement sur les touches. Il porte un élégant costume noir à queue de pie et des cheveux gris soigneusement coiffés garnissent son chef. D'un coup, la mélodie s'arrête. Seul le silence de la forêt, à présent muette, reste. L'homme se redresse un peu sur son siège. Je m'immobilise. À nouveau, j'ai l'affreuse impression de ne pas être à ma place ici.
Lentement, l'étrange organiste se lève et me fait face. Il a un vieux visage ridé et tourmenté, mais néanmoins amical, et une barbe du même gris que ses cheveux ornent son menton. Il me scrute de ses yeux bleus, puis à ma grande surprise, me sourit, s'approche de moi et me serre chaleureusement la main. « Vous aimez ?» dit-il. « Je vous demande pardon ?» Il désigne l'orgue. « Vous aimez la musique ?»« Oui. Mais enfin, que fait un orgue dans la forêt ?»« J'ai pensé que ce serait plus calme ici, » répond le vieil homme avec un haussement d'épaule. Puis il tapote le bois dans l'instrument et ajoute « C'est moi qui l'ai construit. Malheureusement, il n'est pas complet. Il me manque quelques notes. »« Comment ça ?» J'ai un peu le vertige. J'ai du mal à me comprendre ce que me dit le musicien. « Vous savez, » poursuit-il, « j'aime bien votre voix. Je pense qu'elle pourrait convenir pour les gammes du bas. » Malgré mon esprit de plus en plus embrumé, je commence à comprendre. Je regarde ma main droite. Une petite goutte de sang perle dans ma paume. Est-ce que j'aurais été... Non, c'est impossible. Je n'arrive plus à réfléchir. Je suis si fatiguée. En levant les yeux, je vois l'homme sortir un petit scalpel de la poche intérieure de son costume. « Oui, » murmure-t-il, « votre voix fera très bien l'affaire. » Chasse ouverte. Perdu dans ses songes, l'homme ne remarqua pas les coups provenant de la porte. Ou peut-être les ignorait-il. Les bruits secs et répétés de quelqu'un frappant à la porte d'entrée résonnaient pourtant fort dans le petit appartement, qui tenait plus du studio qu'autre chose. Mais l'homme ne bougeait pas, allongé sur le sofa. Ce n'était pas dû à la bouteille de bière dans sa main gauche, celle-ci n'étant que sa première et dernière de la soirée. Du moins c'est ce qu'il se répétait. L'esprit embrumé, trouble, les idées et pensées parcouraient sa tête sans pour le moins du monde qu'il parvienne à y distinguer. Cet état singulier était peut-être dû à la tristesse, à la crainte. Qu'en savait-il lui-même? Absolument rien. Toutefois, il eut la vague impression qu'ouvrir cette porte n'allait lui causer que du souci, le mettre en danger. Elle tenait en lui le rôle d'une boîte de Pandore. Pourtant, instinctivement, presque contre son gré, il se leva tant bien que mal. On frappait à la porte depuis bien 3 minutes. La majorité des démarcheurs auraient abandonné. Enfin, que pensait-il? Les démarcheurs ne travaillent pas à 1h30 du matin. Heure qu'il confirma en jetant un regard vide sur le cadran de l'horloge, dont le tic-tac incessant avait en général la malheureuse habitude de lui donner des maux de tête fulgurants. Il approchait lentement de la porte en traînant les pieds, pas par pas. Il faillit poser le regard sur le cadre photo qui lui causait tant de mal, mais tant de bien. Beaucoup de ses soirées avaient été consacrées à contempler cette photo en sirotant de l'alcool, depuis qu'elle était partie. Il arriva finalement à la porte. « Je ne devrais pas ouvrir, » pensa-t-il. Il enleva le loquet. Ça pourrait être dangereux. Il sortit la clé de sa poche et peina à la rentrer dans la serrure, les mains tremblantes. J'ai des chances d'y laisser ma peau. Après quelques secondes, il y parvint. Je vais les regretter à coup sûr. Il tourna la clé. Je ne sais même pas qui c'est. Portant la main à la poignée, il ouvrit la porte dont le grincement lui fit monter le pouls. La lumière lointaine de la cuisine ne suffisait pas à éclairer le palier, qui n'était lui-même pas doté d'éclairage. Aussi ne vit-il, se tenant devant lui, qu'une grande silhouette large et carrée. Il se passa quelques secondes avant que l'un des deux personnages ne prononçât un mot. Ce fut notre protagoniste qui parla en premier. « Bonjour, il y a un problème ?» Il essayait tant bien que mal de calmer ou du moins de masquer sa peur. Deux parties de son esprit, maintenant en éveil, à cause de sa peur, luttaient pour décider le dessein de cet homme. Son côté rationnel le mettait face aux faits démarquant la vérité, mais son imagination préférait, elle, croire que l'individu n'était là que pour une raison qui rendait sa peur futile. « Je suis de la maintenance. Les voisins du dessous se sont plaints de fuites provenant de chez vous. J'ai entendu que vous étiez réveillé, alors j'ai décidé de faire ça cette nuit, si ça ne vous dérange pas, » affirma l'homme avec un faux ton concerné, cachant quelque chose proche de l'imperceptible, quelque chose que l'homme, au regard un peu hagard, considéra comme de l'amusement. Peut-être l'homme aurait-il pu croire à ce récit, s'il n'était pas 1h30 du matin.
Peut-être l'aurait-il trouvé crédible s'il n'y avait jamais eu des personnes habitant dans l'appartement à l'étage inférieur au sien. Peut-être aurait-il été naïf s'il n'était pas ensuqué depuis de bonnes heures. Silencieux. Il n'y avait plus de doute sur le motif de la venue de cet homme, quel qu'il soit. Lentement, ses yeux s'étaient habitués à la pénombre, au point de distinguer son interlocuteur. Un bleu de travail, une casquette cachant la majeure partie de son visage, à l'exception d'un sourire carnassier plutôt mal caché. L'homme aux yeux toujours un peu vitreux fit quelque chose que notre antagoniste n'avait sûrement pas prévu. La porte se ferma dans un grand fracas, puis des petits cliquetis quand on remit le loquet et verrouilla la serrure. L'homme tituba en arrière avant de trébucher et de tomber. Il s'attendait à voir la porte être défoncée, car il n'y avait aucun doute que son assaillant en était capable. Mais rien ne se passa pendant 30 secondes. Ensuite, une voix provenant de l'autre côté de la porte retentit, solennelle, mais toujours teintée d'amusement. Et croire que ça a failli être une chasse ennuyeuse. Je peux enfin m'amuser. Le croque-mitaine. La porte de ma penderie s'ouvrait en grinçant, et s'en glisse un monstre qui m'a terrorisé ces dernières semaines. La chose rampe sur le sol, étirant ses membres tordus et brisés un par un. Dans le crépuscule, je peux entreapercevoir son corps nu, pâle et translucide, se contractant à cause de sa pression sanguine élevée. Je pense que cette chose croit que je suis endormie, vu qu'elle n'essaye même pas de masquer sa bruyante et pénible respiration. Je peux entendre sa baffe tomber sur le sol, alors que ce monstre prend de profonds souffles irréguliers, congestionnés de mucus. Il se traîne près de mon lit, et je sens sa main attraper le matelas alors qu'il essaye de se relever. J'observe la main, terrifiée, examinant chaque détail. Cette main ressemble à une main humaine, mais elle compte 3 doigts ossus et tordus. Les ongles, quant à eux, sont durcis et épais. On peut y sentir l'odeur du sang. Sa tête tressaute dans mon champ de vision et je ferme les yeux rapidement. Toutefois, j'ai pu voir son visage. Son nez est horriblement long, et il manque la partie inférieure de la mâchoire. Sa tête est trop longue pour son visage. Des veines parsèment son visage pâle, transportant un sang rouge foncé. Dans l'obscurité artificielle causée par mes paupières, je prétends qu'il n'est pas là, mais je sens sa respiration humide sur mon visage. J'écoute cette respiration, pour ce qui me semble être des heures. Soudain plus de souffle. J'ouvre prudemment mes yeux, m'attendant au spectacle réjouissant d'une pièce vide. Cette chose est à quelques centimètres de moi, me fixant de ses yeux noirs dénués d'âme. Elle essaie de formuler une phrase. J'ai un mouvement de recul en entendant les gargouilles formant des mots. Content que tu sois réveillé, on va bien s'amuser. Horrific House Guest. Tu regardes 6e Sens, hein? Spoiler, tu seras mort avant la fin du film. Appelé Horrific House Guest, l'invité effrayant, ou Shadow Lurker, le voyeur dans l'ombre, il s'agit d'un visage représentant un homme dans l'ombre avec les yeux exorbités et un sourire effrayant. Imaginez un peu que vous vous réveillez en pleine nuit et que tout d'un coup, en allumant la lumière, vous voyez ça. Eh bien, c'est le sentiment qui est censé être transcrit par ce personnage dans un dessin publié sur le net le 28 juin et qui a généré un mème cet été, où le visage nous raconte ce qu'un maniaque tueur pourrait penser, un peu comme celui qui est actuellement en train de te regarder par la fenêtre. Le chien aboie dehors? Pas grave, je suis déjà à l'intérieur. Vous l'avez certainement déjà aperçu. Envie de pisser? Je t'attends dans le couloir. Il s'agit d'une ombre, volatile et intangible. Toutes les cultures font référence aux démons de la nuit. En particulier à une peur, jugée irrationnelle, du noir, de l'obscurité, de l'inconnu. Il n'y a pas eu d'éclair dehors. C'était moi prenant des photos. Les figures démoniaques, maîtres de la pénombre, ont toujours été associées à la notion de mort, de destruction, de peine infinie. Ton lit a l'air confortable vu de dessous.
Les peuples animistes percevant une âme dans chaque élément du monde qui nous entoure, interdisent pour certains toute sortie de nuit. Je suis le producteur de Candlecoff. Dans la mythologie perse, Ahriman était à la fois démon de l'obscurité et reflet de la mort. Et dans la plupart des religions, la noirceur est associée au mal le plus profond. Tu as entendu ça? Ce n'était pas moi. Je ne fais aucun bruit. Aussi est-il légitime de se poser la question « Pourquoi ?» Effrayé après avoir vu un film d'horreur? Je le regardais avec toi. Nous connaissons tous cette peur inscrite dans nos gènes. Souvenez-vous de vos nuits de terreur, agrippés à la couverture, à n'oser ni bouger ni respirer, de peur qu'une haine sans nom vienne s'emparer de votre âme. C'est l'heure d'aller se coucher pour toi. C'est l'heure d'aller dîner pour moi. Vous connaissez parfaitement cette sensation que Mère Nature a délibérément gravée en vous. Quand vous regardez au dehors un soir de nuit noire et que vous n'y voyez que les reflets les plus sombres de votre imagination. Tu te crois en sécurité parce qu'il y a d'autres gens dans la pièce? Plus il y en aura, plus ça sera drôle. Qui peut savoir ce qui se passe dans les ténèbres? Besoin d'aller aux toilettes au milieu de la nuit? Tu ferais mieux de courir. Il s'agit d'une entité faite de rêves brisés, d'amour déchu, de tortures atroces et de crimes inavoués. Tu tentes de ne pas regarder la fenêtre qui est dans la pièce. Salut! Il prolifère dans le néant, à l'abri du regard des hommes, et chaque soir il se prépare à conquérir à nouveau ce qui fut jadis son royaume de ténèbres. Tu te masturbes te pensant seul. Soudainement tu sens mon souffle sur ton cou. Vous le sentez. Vous savez quand il est là. Jette un coup d'œil dans le miroir. Je serai juste derrière ton épaule. Quand vous percevez une respiration près de vous, sans pour autant la sentir, quand vous savez observer qu'une forêt devient silencieuse ou que vous êtes coupé du monde, il est là. Ne regarde pas derrière toi. Regarde au-dessus. Une peur telle que votre cœur ne saurait la supporter, voyant le visage déformé par toute la douleur humaine qu'il a absorbée et engendrée. Tu ne crois pas que j'existe? Grossière erreur. Il est là, ses dents acérées, couvrant une bouche sans cesse teintée de sang. Sur un visage aveugle dont les orbites vides semblent vous fixer. Il ne parle jamais. Il murmure point, mais quand il hurle, vous savez que c'est la fin. Tu entends ton colocataire dans la pièce d'à côté. Il ne devait pas sortir ce soir. C'est le destin de l'homme d'affronter sans cesse les ténèbres, de repousser les limites de l'inconnu qu'il redoute tant, mais rares sont ceux qui savent éviter la peur. Seul à jamais? Dans tes rêves. Cette peur qu'il contrôle et qui vous envahit tout entier, tout votre amour, vos sensations agréables se gèlent dans votre cerveau. Le noir en vous grandit, et la raison vous pèse comme un fardeau de seconde en seconde. Donc finalement, tu as fermé les volets. Trop tard. Tu viens de fermer la porte du placard? Je te vois quand même.
Et au bout de la peur, à l'orée du tunnel où il vous conduit, il y a l'oubli. L'oubli de toute évolution, l'oubli de toute humanité. Tu te sens en sécurité car le jour s'est levé? Comme c'est mignon. Une de tes jambes pend en dehors de ton lit? Elle est à moi maintenant. De telles victimes, de tels fous existent. Nous entendons les échos de leurs crimes chaque jour qu'il nous est donné. Tu te couches avec la lumière allumée? Ce sera bien plus facile pour moi de te voir. Et vous savez qu'il est là, qu'il rôde, qu'il guette vos faiblesses et joue avec vos peurs dans vos cauchemars. Dans vos cauchemars. Tu as vu le film Poltergeist? En réalité, c'est un documentaire. Nombreux sont ceux qui prétendent l'avoir capturé sur pellicule photographique. Rares sont ceux qui y sont réellement parvenus. Ce n'est pas parce que tes pieds sont sous les draps que je ne peux pas les attraper. Vous l'avez déjà certainement aperçu. Du coin de l'œil, une ombre, un mouvement furtif dans une pièce vide et sombre, sans le moindre bruit auquel vous raccrochez. Rien. Tu penses que ça m'est drôle, jusqu'au moment où tu te rendras compte que ce visage est une réflexion venant de derrière toi.